Allô, 1, 2, 3. J'espère que vous m'entendrez bien, étant victime d'une bronchite. Vous voyez comme quoi, au soleil du midi, nous arrivons aussi à attraper des chauds et froids. Eh bien, quand Roland Elie m'a demandé de faire un exposé sur le thème « Un monde nouveau est possible », je me suis dit il faut quand même revenir aux fondamentaux de ce qu'a fait notre combat depuis des dizaines d'années. Et j'ai intitulé donc ce petit exposé « Utopia ». Alors ne m'en veuillez pas si c'est parfois un peu rébarbatif, mais il a quelques notions qui sont indispensables pour la compréhension des discours qui vont suivre. L'utopie, c'est ce qui est nulle part. Le mot a été forgé au début de la Renaissance en 1516, par l'auteur anglais Thomas More, qui a décrit un monde à l'envers, un monde impossible qui par définition n'existe nulle part. On pense immédiatement à la République de Platon, dont cet auteur a su s'inspirer. L'utopie est basée sur un pays imaginaire où un gouvernement idéal règne sur un peuple heureux. Le grand théoricien de l'utopie, c'est le Britannique Robert Owen, 1771-1858. Ses idées et ses réalisations ont inspiré un socialisme utopique baptisé Owenisme, influent devant la première moitié du XIXe siècle. Il est considéré comme le père fondateur du mouvement coopératif. Owen établit que la cause principale de la misère était à rechercher dans la rivalité entre le monde ouvrier et le système, et que la seule parade pour les hommes consistait à s'unir pour contrôler l'outil de travail. Ses propositions pour combattre le paupérisme, c'est-à-dire la pauvreté, étaient basées sur ces principes. Il préconisait l'installation d'une communauté d'environ 1200 personnes, toutes bénéficiaires de l'emploi. Vous voyez qu'on est loin de ce qui se passe dans nos sociétés. Chaque couple disposant d'un appartement privé et élevant ses enfants jusqu'à l'âge de 3 ans, âge auquel ceux-ci auraient été pris en charge par la communauté. La famille se serait néanmoins retrouvée au complet lors des repas et à d'autres moments privilégiés. Les communautés fondées par des individus, des communes, des comtés ou des États, auraient été dans tous les cas supervisées par des personnes hautement qualifiées. C'est une notion que l'on va retrouver partout chez les utopistes. Dans sa forme la plus aboutie, ce projet comportait une évolution, Owen considérant qu'un nombre de 500 à 3000 personnes était idéal pour une bonne organisation du travail de la communauté autonome, dont la vocation serait essentiellement agricole. Ces cantons, comme il les nommait de plus en plus nombreux, fédérés et unis, se seraient développés par dizaines, centaines ou milliers, jusqu'à rassembler le monde entier. Si Robert Owen fait partie des utopistes politiques, il existe en Grande-Bretagne de nombreux autres utopistes littéraires dont le précurseur a été, au XVIe siècle, Thomas More, comme je l'ai dit plus haut. Vous connaissez tous Herbert George Wells, H.G. Wells, 1866-1946, l'auteur de L'Homme invisible. Journaliste et romancier anglais, il publia, entre autres, L'île du docteur Moreau et La guerre des mondes. Très marqué par la Première Guerre mondiale, il publiera en 1916 Mr. Britlin commence à y voir clair, dans laquelle la guerre de 14 est présentée comme la dernière, la guerre qui doit tuer toutes les guerres. Vous connaissez aussi George Orwell, essayiste et romancier anglais. Son roman le plus connu est 1984, publié en 1949, qui évoque avec force sensibilité la déshumanisation qui guette le monde, fasciné par les techniques totalitaires. La satire y est directement politique et d'actualité, contrairement au meilleur des mondes. Et là, c'est un petit clin d'œil à Roland Elie qui a donné ce thème de la conférence « Un monde nouveau est-il possible ?» La satire, donc, est directement politique.
il fut toujours très opposé aux intellectuels de gauche et aux doctrinaires. Et vous connaissez enfin aussi donc Aldous Huxley, poète, journaliste et romancier anglais, dans toutes ses œuvres qui expriment une vision du monde ironique et critique, où l'humanisme et la culture sont menacés par ceux-là même qu'ils sont chargés de les défendre. Dans son ouvrage majeur, écrit en 1932, Le meilleur des mondes, il fait montre d'un pessimisme exacerbé et dénonce la société américaine et en particulier la pratique du terrorisme. Je vous rappelle aussi que c'est à cette même période que Céline a écrit son voyage au bout de la nuit, ce qui n'est pas anodin. Il est un courant propre à notre pays qu'on nomme celui des socialistes ou du socialisme français, du socialisme à la française. C'est Henri de Saint-Simon, 1760-1825, jeune homme de grande famille picarde, républicain affirmé, qui combat en Amérique lors de la guerre d'indépendance en 1779 avec Lafayette et participe à la révolution de 1789. Tour à tour prisonnier polytechnicien, enrichi, ruiné, savant, il se passionne pour l'industrie naissante et fonde une école où il unit de manière originale et indissoluble la politique et l'économie. Il y prône le règne des producteurs que l'on retrouvera dans le fascisme, le corporatisme et à la Ligue du Nord. Claude-Henri de Saint-Simon est le fondateur d'une doctrine du progrès par l'industrie, d'un réformisme politique technocratique et d'une religion laïque proche du socialisme, la modernité plus un zeste d'utopie concrète. Mais quand on parle d'utopie, on fait référence en fait au bonheur du monde. Quels que soient les moyens généraux du bonheur, nous ne craignons pas de l'avancer hardiment et tout homme sensé en établira facilement la preuve. Il n'y en a pas d'autre que les sciences, les beaux-arts et les arts et métiers, car les hommes ne peuvent être heureux que par la satisfaction de leurs besoins physiques et de leurs besoins moraux, ce qui est le but unique des sciences. Voilà ce qu'est déclaré donc Saint-Simon. Ensuite, nous avons Charles Fourier, chronologiquement, 1770-1837, qui est un des utopistes français les plus connus. Né à Besançon, commerçant hanté par les préoccupations sociales, il a écrit plusieurs ouvrages d'économie où il exaltait la soumission de l'intérêt privé à l'intérêt public. Le meilleur de son œuvre est l'analyse du parasitisme mercantile. Il a imaginé de nouvelles formes de société, la phalange qu'il appelait la phalange et le phalanstère. Il entre en apprentissage à Rouen, puis à Lyon. Il combat en 1793 avec les fédéralistes lyonnais en opposition donc à la terreur. Et il pose en 1808 les bases d'une réflexion sur une société communautaire dans son ouvrage Théorie des 4 mouvements et des destinées générales, qu'il poursuivit sous forme d'un grand traité, dit traité de l'association domestique et agricole. Cet ouvrage monumental est publié, bien qu'inachevé, en 1822. Dans le but d'être mieux compris, il se contraint ensuite à rédiger un résumé de sa théorie intitulé « Le Nouveau Monde ». Vous voyez qu'on est encore dans notre sujet, « Le Nouveau Monde industriel et sociétaire » qui est publié en 1829. Le groupe de ses disciples, qui était une dizaine à la fin de la Restauration, s'étoffe sous la monarchie de Juillet avec des transfuges du saint-simonisme. Cette école publie le phalanstère en 1832, qui va populariser, entre autres, les termes de fouriérisme et phalanstérien. Charles Fourier considère ainsi que l'attirance naturelle des humains pour l'activité et la vertu est totalement entravée et pervertie par le travail, un état où l'homme s'impose à regret un supplice, et par la morale, cette mortelle ennemie de l'attraction passionnée. Fourier sera considéré par Marx et Friedrich Engels comme une figure du socialisme critico-utopiste. Il sera le premier à critiquer la révolution industrielle du début du XIXe siècle. Et il dit « L'industrialisme, terme qui lui est propre,
est la plus récente de nos chimères scientifiques. C'est la manie de produire confusément, sans aucune méthode, en rémunération proportionnelle, sans aucune garantie pour le producteur ou salarié, de participer à l'accroissement de la richesse. Aussi voyons-nous que les régions industrialistes, dit toujours Fourier, les régions industrialistes sont autant et peut-être plus jonchées de mendiants que les contrées indifférentes. Alphonse Toussonnel, qui est né en 1803, est le moins connu de tous les socialistes français. Né dans le Maine, agriculteur puis journaliste, il rompt avec son milieu conservateur pour rejoindre les socialistes. Il publie en 1844, entre guillemets, Les Juifs, rois de l'époque, histoire de la féodalité financière. Il collabore au journal Le Travail affranchi, puis sur la fin de sa vie abandonnera la politique. Très lucide sur la révolution de 1789, l'auteur pose la question. En 1789, le peuple ne s'est pas libéré d'un tyran, il a changé de tyran. Qui a-t-il gagné? Et il répond, s'adressant au peuple, entre guillemets, une aristocratie nouvelle s'est assise sur les débris de tous les gouvernants qu'elle t'a permis et qu'elle t'a fait renverser, et elle a profité de tes victoires pour resserrer tes chaînes et t'exploiter. Auguste Blanqui, qui lui est très connu des révolutionnaires, qui est né en 1805, né à Puget-Théniers, il déclarait « Les révolutions veulent que les hommes qui aient foi en elles, douter de leur triomphe, c'est déjà les trahir. C'est par la logique et l'audace qu'on les réalise et qu'on les sauve. Si vous en manquez, vos ennemis en auront pour vous. Ils ne verront qu'une chose dans votre faiblesse, la mesure de leur force, et leur courage se relèvera en raison directe de notre intimité. » Et puis, celui qui est peut-être le plus connu, qui a le plus écrit, Pierre-Joseph Proudhon, né en 1809, le doctrinaire, né à Besançon, créateur du système socialiste original, tout à la fois libertaire et fédéraliste, qui mena toute sa vie un combat contre le capital et contre la soumission que la bourgeoisie imposait. Enfin, Georges Sorel, Normand de Cherbourg, polytechnicien. Sorel ne mit pas longtemps pour dépasser le marxisme et son dogmatisme afin de défendre l'expression la plus concrète du socialisme du XIXe siècle, le syndicalisme révolutionnaire. Antiparlementaire et antidémocrate, il est l'auteur de l'ouvrage très répandu « Réflexion sur la violence ». Dans cet ouvrage, dira Jean-Pierre Blanchard, Sorel propose une grande apologie de la violence. Il a introduit un célèbre distinguo entre force et violence, la force ayant pour but d'imposer un ordre social, alors que celui de la violence est de le détruire. Pour conclure, Roland, ce qui réunit tous ces écrivains et penseurs au sein de ce courant que l'on a nommé le socialisme français, c'est le rejet de l'individualisme, les préoccupations sociales, l'intérêt collectif, l'alliance des producteurs, le rejet de la théorie marxiste, et en plus ils sont tous révolutionnaires et socialistes, à la différence de notre utopiste, comme Étienne Baquet, lui aussi du XIXe siècle, et qui lui est communiste. Mais ce tronc commun ne peut masquer un certain nombre d'expériences particulières. Certains ont participé à la révolution de 1789, Saint-Simon Fourier, d'autres à la Commune, Toussonnel, Blanqui, Sorel, et ont développé parfois des théories antagonistes. Fédéralistes chez Proudhon, jacobiniste chez Blanqui, coopérativisme et secteur agricole chez Fourier, foi dans l'industrie chez Saint-Simon. On assiste donc à la naissance d'un courant révolutionnaire avec Blanqui-Sorel, un courant fédéraliste et coopérativiste avec Fourier-Proudhon, qu'on pourrait qualifier d'autogestionnaire avant l'heure, un courant nationaliste qui pointera le nez lors de l'épisode de la Commune avec le colonel Rossel, mais aussi avec le petit peuple de Paris, qui mène un combat à la fois social contre la bourgeoisie cumularde, mais également patriotique contre l'invasion d'un quart de la France par les Prussiens. Et enfin Barrès, la terre et les morts, et Charles Maurras, tiraillé entre les théories fédéralistes du manifeste des faits libres fédéralistes et son nationalisme intégral. Toutes leurs idées vont se retrouver dans le creuset du boulangisme
qui marquera le début de l'aventure nationaliste et identitaire du XXe siècle. Et si le fait que nous soyons réunis aujourd'hui, nous le devions à Saint-Simon. Concluons avec Jules Monnereau, qui écrivait en 1968 « Ce socialisme ne s'oppose pas au nationalisme. Il n'y a socialisme que s'il y a société. Une société ne se définit que par ses limites. La société, c'est la société française, c'est la société européenne. En effet, si l'on fait passer l'abstrait avant le réel, c'est une conduite de fuite. Si l'on fait passer le lointain avant le prochain, c'est une conduite pathologique. Preuve de l'actualité de ce propos, qui date maintenant d'un demi-siècle, c'est la reprise de ce slogan sous une autre forme, les nôtres avant les autres. Richard, ce qu'il y a de formidable avec toi, c'est que tu nous donnes toujours une bonne leçon d'histoire. Vous pouvez l'applaudir, c'est mérité.